par ce temps hivernal. Vous avez évidemment repéré l'endroit où j'étais. On va essayer de traverser sans se faire écraser. Ça va pas être évident, car aujourd'hui, s'ils sont bien là, si la porte vient s'ouvrir, voilà, il fait meilleur ici, avec et sans masque, ou dans un instant vous allez le découvrir. Donc, vendredi 10, deux capsules très musicales aujourd'hui. La première avec Brice de Passe pour la Story Nostalgie Londres 1968. Bonjour Brice. Salut Thierry. Toutes les précautions sont prises, nous sommes à distance, donc je pense que nous pouvons tirer le masque, ça sera bien plus facile pour pouvoir parler. Voilà, nouvel album, ou plutôt premier album, première BD. Oui. Brice, je me suis un peu interrogé pour savoir qui tu étais, et il se fait que je me suis amusé à poser quelques questions. On m'a dit que tu étais un homme touche-à-tout. Je sais pas, passionné en tout cas. Passionné en tout cas. Oui. Alors, en général, je commence toujours ma interview par une petite question assez simple. Si tu devais te résumer en 3 mots, que dirais-tu de toi? Passion, musique, art. Passion, musique, art. C'est vrai que quand on regarde un peu dans ton CV, qui est assez impressionnant, c'est d'ailleurs assez impressionnant d'interviewer un animateur. On ne sait jamais si on ne va pas faire de bourde à ce moment-là. Un certain Michel Gaillère, je pense que tu le connais, qui a été un des anciens élèves. D'accord, qui a été rédacteur en chef de Nostalgie. Voilà, m'avait dit que, enfin, il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques heures, qu'en 2011, tu avais essayé de débaucher pour faire une BD. Tu lui en avais parlé, tu lui avais dit « Oh, tiens, on ne ferait pas une BD à deux » et puis, bon, lui a un peu botté en touche, comme il le dit si gentiment. Ouais. C'était déjà par rapport à la Story Nostalgie Londres, c'était un autre sujet? Non, du tout. Il y avait une véritable volonté de faire de la BD, parce qu'à l'époque, je faisais du reportage vidéo, et donc je découvrais le plaisir qu'il y avait à raconter par l'image et ne plus avoir à raconter uniquement avec des mots. Et ça, c'est fabuleux. C'est une démarche qui est complètement différente. Quand on a des images, il y a des... Ah, ça, on n'a pas à le raconter, on le montre. Mais comment le montrer? Et donc, c'est tout un mécanisme qui, finalement, se rapproche à fond de la bande dessinée. La preuve, c'est qu'à Hollywood, les cinéastes, un storyboard, c'est une bande dessinée. C'est donc bien la preuve que ce n'est pas un hasard. Et comme moi, j'ai grandi avec et grâce à la bande dessinée, avec toute l'école belge, donc de Franquin et toute sa bande, mais aussi l'école française, donc aussi bien la Maison Dupuis que Pilote, c'était une évidence pour moi un jour de faire de la bande dessinée. De faire un jour de la bande dessinée. En parlant de bande dessinée, donc justement dans ta jeunesse, si tu devais nommer ou citer une bande dessinée, celle qui t'a le plus marqué? Gaston Lagaffe. Avec un gag ou un tome en particulier? Non, je pense que c'est l'univers de Franquin qui était extraordinaire. Et je constate qu'avec les années, que je ne suis pas le seul à être dans le cas, parce que je suis abonné à une page de fans de Franquin, et ils disent tous la même chose. Ils regardent les détails, c'est les détails qui les tuent. Chez Franquin, il y avait non seulement les personnages secondaires comme son chat ou sa mouette, mais qui avaient une certaine action, mais il fallait regarder aussi ce qu'il mettait dans les décors, les peintures, et puis la façon dont ça a évolué, parce que Franquin, il commence à la fin des années 50 avec Gaston Lagaffe, on voit comment sont les bureaux, et puis on voit justement toutes les années 60 défiler, et le début des années 70, cette époque de pop culture folle. On voit vraiment les peintures qui sont au mur, tout le mobilier qui change chez Dupuis. Ça devient complètement fou, alors que les mecs, ils ne changent pas du tout. De Mesmaquer reste aussi sérieux, mais l'univers devient, leur cadre devient complètement fou. Et c'est juste que dans ses signatures, voilà, justement, à un certain moment, quand il a fait vivre ses signatures, dont d'ailleurs se sont inspirés les Yann et Conrad par après dans Les Innommables, qu'ils animaient dans le journal de Spirou, les hauts et les bas de page, quoi. Éric Lamirois, que tu connais également, lorsqu'il a appris que je faisais une interview de toi aujourd'hui, il m'a dit « Ah, une interview du Roger Moore de la pop rock en Belgique. L'homme qui n'a pas d'ennemi, le gentleman absolu. Mais Brice, qui n'aimes-tu pas? Je lui ai promis de te poser la question. Y a-t-il quelqu'un que tu n'aimes pas? Quelqu'un que je n'aime pas?
Ah bah, je serais incapable. Non, en effet, je ne vais pas faire mon Michel Drucker, mais comme ça, il n'y a aucun nom qui... C'est vrai qu'il y a... Peut-être Yoko Ono. Peut-être Yoko Ono. Oui. Bon. Non, sûrement. Sûrement Yoko Ono. Et quelqu'un qui t'énerve un peu, éventuellement? C'est quelqu'un qui m'énerve prodigieusement. Alors déjà, à l'époque... des Beatles, parce qu'on disait, comme tout le monde, c'est elle qui a provoqué la séparation des Beatles. Mais quand on gratte et quand on prend de l'âge, qu'on connaît un peu plus comment fonctionnent les gens, avec tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, et qu'on voit ce qu'elle a fait, la manière dont elle a abordé John Lennon, déjà tout est dit. Elle lui dit qu'elle ne connaît pas les Beatles, n'a jamais entendu parler des Beatles. Enfin, elle vivait à New York. Ça sent le coup monter, quoi. Mais oui, évidemment, c'est totale. C'est le vieux truc de fille pour se taper une star. Il n'y a rien de pire que de lui dire j'adore ce que vous faites. Et je peux le dire, moi j'ai vécu dans le show business voilà, j'ai eu la chance de vivre le show business avant de faire de la radio. Et c'est à longueur de journée que les gens viennent dire je vous adore, je suis votre plus grand fan. On entend ça. Et puis tout à coup, il y a une femme qui arrive et qui dit « Je ne sais pas qui vous êtes. » Qu'est-ce qu'il fait, le type, il lui court après. Et ça n'a jamais été que ça. Et ça a vraiment été une affaire, je dirais, d'emprise. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec la future femme de McCartney, l'avait dit aussi, elle venait à Londres pour la Veuve Noire, sortir avec un Beatles. Sauf que d'un côté, il y en avait une qui était quand même beaucoup moins instrumentaliste que l'autre. Et justement, ta première BD, La Story Nostalgie, Londres 1968, tu cours derrière les Beatles aussi. Oui, évidemment, oui. On revoit la photo. Oui, c'est le... Oui, exact. Oui. Tu n'en as épousé aucun? Pardon? Tu n'en as épousé aucun? Non, aucun. Non, moi c'est pas le cas, non. Et d'ailleurs, c'est expliqué dans la bande dessinée. Quand j'ai pu enfin en rencontrer un, j'y suis pas allé. Oui. Quelle est la genèse de cette histoire, de cet album? En fait, je connaissais Dan Laxman depuis très longtemps. Et puis un jour, il me raconte cette histoire absolument folle. Il dit oui, mais moi je suis allé en 1968 sur les traces des Beatles. Et je suis allé frapper chez eux, sonner chez eux. Voilà, il y en a un qui a ouvert, les autres, je les ai vus en studio. Je dis, enfin, c'est quand même incroyable comme histoire. Pourquoi tu n'as jamais raconté ça à personne? Je dis, si, famille, des gens. Et donc, on a sorti un petit livre il y a 2-3 ans sur le sujet, chez Lamirois, qui était ce pari de montrer tous les métiers du livre sur la durée, sur les 5 jours de la foire du livre. Et puis quand on a pensé à la bande dessinée, au départ, il ne s'agissait pas de faire ce genre de choses, mais c'est en cours de construction de la bande dessinée. On a eu de sérieuses craintes en fait de problèmes de droit, notamment sur Freddie Mercury, puisque le premier tome ça devait être Freddie. On s'est dit non, on va plus faire cette série qui raconte la jeunesse des stars du rock. On va faire autre chose qui ressemble beaucoup plus à la story nostalgie, c'est on va s'ancrer à la fois dans la Belgique, mais à la fois dans des gens qui, comme nous, comme tout le monde, découvrent ou rencontrent un jour une star et que ça change leur vie en bien ou en mal. La rencontre elle peut avoir lieu en mettant une pièce dans un jukebox, en voyant un clip à la télévision, ou se faire également dans la rue, quoi. Et c'est naturellement que la première histoire, elle était toute trouvée, puisque le personnage principal est belge, c'est typiquement aussi la story de s'ancrer dans la Belgique, et que je connaissais cette histoire incroyable, qui en plus se passe en 68, et c'est ça qui est vachement important. Elle se passe à Londres, en pleine explosion du psychédélique. Ce qui permet, au niveau graphique, au niveau de la bande dessinée, d'y aller dans les couleurs. Aurélien fait donc le dessin. C'est toi qui l'as choisi? C'est par rapport à son style? Tu avais envie d'avoir ce style-là Alors il fallait illustration? Il fallait avoir un style pop culture. Alors il ne m'avait pas encore montré ce type de dessin, puisqu'il l'a inauguré pour la bande dessinée, puisque lui il dessine aussi bien des affiches de cinéma, des pochettes de disques, et il a travaillé pendant une dizaine d'années chez Disney. Donc là, lui, il a fait énormément de Disney, de Marvel, etc. Et donc, on s'est axé sur la pop culture, et ce qu'il nous fallait, c'est un dessin pop, et qui soit à fond psychédélique. À fond psychédélique.
En principe, il me semblait que j'avais vu. Il va bien y avoir un tome 2. Oui, il y a un tome 2, un tome 3, un tome 4. Les 4 premiers tomes sont déjà écrits. Sont déjà écrits. Oui. Tu gardes Aurélien ou bien tu changes le dessinateur en fonction de l'auteur et en fonction du sujet? On garde Aurélien si Aurélien veut bien continuer. Si Aurélien veut bien continuer. Là, pour le moment, il est très enthousiaste. Aurélien, ça serait une bonne idée que tu continues parce que sincèrement, c'est... Quel a été le moment le plus dur dans la récréation de cet album? Ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver vraiment les images d'époque pour ne pas commettre d'erreurs. Pour ne pas commettre d'erreurs. Le meilleur exemple, c'est Dan Laxman qui vient me dire c'est bizarre la manière dont vous avez représenté, vous avez représenté la Grande Place de Bruxelles, elle est sale. Ben, j'ai dit Dan, la Grande Place de Bruxelles, elle a été restaurée pour la première fois en 1980, tu te souviens pas? C'est à ce moment-là qu'on a découvert les dorures. On les voyait pas, c'est comme Bruges. Bruges, elle était dans un état déplorable avant qu'on retape tout. Il dit, ah mais non, c'est vrai, t'as raison. J'ai dit, ben oui, et c'est pour ça que les voitures... Ah oui, ça je me souviens que les voitures se garaient sur la Grande Place. Et tout est à l'avenant. La station de métro de Abbey Road, j'ai vraiment cherché à retrouver comment c'était, et j'ai eu raison, parce que l'immeuble qui est juste... La station n'a pas bougé, la bouche de métro. Mais il n'y avait pas d'immeuble juste au-dessus. Il y en avait sur les deux côtés. Voilà, c'est un détail. C'est la console de mixage de Pink Floyd que Aurélien n'était pas content, mais il a dû la recommencer parce que quand il l'a dessinée, je lui ai dit, écoute, il y a juste un problème. La console que tu as dessinée à Abbey Road, elle date de 1971, 71 pour un Français. Et il me dit, mais les Belges. 68, 71, je veux dire 3 ans de différence. Mais justement, la différence, elle est énorme parce qu'on a tout changé à ce moment-là. On est passé de la vieille console qui datait des années 50, avec les potards qui montaient avec un petit cran. À mon avis, c'est plus ici vers la fin qu'on voit les Pink Floyd. Non, ça c'est celle de Telex, mais on va les voir ici. Et je dis, tu peux pas parce que le gars qui est spécialisé là-dedans, qui est passionné, qui va voir que ça ne correspond pas du tout, il va dire qu'on n'est pas référent, qu'on n'est pas des passionnés comme enfin, je ne la trouve pas. Mais bon. On va le trouver. Et c'est ça le dénominateur commun en fait de tout ce que je fais, c'est vraiment la passion. Ça doit être juste. C'est juste parce que cette époque, elle a été vécue par des gens. Et donc le minimum quand on la raconte, à moins qu'il y ait une idée derrière et qu'on ait une fiction derrière ou qu'on veuille faire passer un message, mais le minimum de respect qu'on puisse avoir pour les gens qui ont vécu cette période et avec passion, et Dieu sait, si on doit en avoir pour les Beatles, ça reste et ça restera pour toujours le seul groupe qui aura dépassé le milliard de disques vendus. Personne n'a atteint un tel chiffre. Le deuxième, c'est Elvis et il est loin derrière. Et le troisième, il est encore plus loin derrière. Avec la BD, cette fois-ci, nous avons aussi droit à... Nous avions quelques petits, notamment une pochette. Oui. Mais il n'y a rien dedans. Ah non, mais ça, c'est pas un disquaire qui a fait cette pochette. C'est la librairie Bruxelles, donc qui l'a réalisée en exclusivité pour tous ceux qui Et t'as pas eu envie de... Puisque la pochette était faite? Oui, alors c'est... On va dire les droits probablement. Alors, premièrement, il y a un problème de droit, et c'est pas un problème, c'est un mur, c'est un obstacle, c'est le mur de Berlin au niveau des droits. En plus, aujourd'hui, c'est une question qui revient souvent. Qui a encore un lecteur CD chez lui? Moi, c'est déjà la deuxième voiture que j'ai où il n'y a plus de lecteur, il y a plus de lecteur CD. On trouve plus facilement une platine, un vinyle, qu'un lecteur CD aujourd'hui. Parce que moi, je m'étais dit, mais tout compte fait, tu as une voix tellement agréable à la radio. Pourquoi tu n'aurais pas enregistré ton histoire? Enregistrer l'histoire? Et la joindre. Il y a tellement... Oui, évidemment, mais il y a tellement de podcasts. Aujourd'hui, c'est tellement facile. On peut le faire en MP3. Et il y a d'ailleurs... vous trouvez la bande originale de la bande dessinée est disponible sur Spotify. Donc, vous tapez Londres 68 et... Tout à fait, parce que tu es un homme aussi qui était toujours avant-gardiste. C'est un peu ce que Michel me disait. C'est un visionnaire. Derrière son côté classique, il était un des premiers en Belgique en francophone à développer un blog et des podcasts à une époque où cela faisait sourciller beaucoup de gens. Oui, on a été le premier podcast francophone, c'est même pas en Belgique. Donc on a, mais tout genre confondu, le premier podcast
en français qu'il y a eu dans le monde, c'était donc Lire est un plaisir sur Nostalgie. Tout à fait. As-tu encore des idées actuellement comme ça? Le prochain projet, de toute façon, ça c'est déjà en route, c'est un one-man show pour 2023. Ah oui. Voilà. Et sinon, le projet le plus important, évidemment, c'est la poursuite. C'est la poursuite de la série. Cette série, que ça ait lieu, qu'on puisse raconter New York en 1980, parce que c'est prodigieusement intéressant. C'est une époque folle, c'est le début du hip-hop, et pourtant il y a une connexion incroyable entre le rock et le hip-hop à ce moment-là, avec les groupes Clash, Blondie, Freddie Mercury qui habite Manhattan à ce moment-là. Ils sont tous là sur le hip-hop qui a quoi? Quelques mois d'existence seulement, c'est le premier hit de Sugar Hill Gang, et ces gars, ils font Another One Bites the Dust, les Clash font Magnificent Seven, et Blondie fait Rapture, tout ça a lieu en même temps, et donc c'est très intéressant. C'est d'autant plus intéressant à raconter qu'au même moment, David Bowie joue au théâtre dans Manhattan. Donc j'ai mélangé tous ces personnages-là avec 3 personnages de fiction qui sont donc des New-Yorkais qui devraient faire toutes les rencontres possibles et imaginables, puisque Frank Sinatra l'a chanté, c'est la ville où tout peut arriver. Mais quand on est dans New York, on sait bien que c'est la ville où rien n'arrive, parce que la grande majorité ne sort jamais de leur quartier tellement c'est immense. Et en fait, c'est tout ça que raconte la prochaine bande dessinée New York 1980. Et la sortie prévue donc pour octobre 2022. 2022. Eh bien écoute, un tout grand merci. On avait dit qu'on allait faire pas trop long. Aux autres, vous doutez, la prochaine capsule, ça va pas être dans très très longtemps. On va rester dans le monde musical. Nous y reviendrons dans quelques minutes. À tout de suite. Bye. Voilà, un tout grand merci. Avec plaisir. Hop. Et si je pouvais simplement te demander de me rajouter un petit mot dans mon petit carnet. Mais oui. Hop. Alors je sais que tu ne dessines pas, en général c'est les dessinateurs. Mais je voulais faire de la bande dessinée. Moi, oui, c'est ça que j'avais vu aussi. Quand j'étais gosse. Mais et ça m'est revenu. En fait, j'avais complètement oublié ça. Et ça fait toute une histoire. Mes parents étaient furieux. Je voulais arrêter mes humanités et passer en humanité spécialisée à Saint-Luc à l'école. Mais à l'époque, ça n'existait pas, parce que moi, je n'ai même pas connu le rénové. Donc ça n'existait pas du tout. Il fallait faire un métier sérieux. Mes parents étaient furieux, et donc j'ai pas pu. Bah oui, il fallait faire un métier sérieux. Et donc j'ai fait le droit. Voilà. Donc voilà, écoute, super.